Bonjour à tous et à toutes, ici Marine de Get Ready Préparation en voyage. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau cette semaine dans cette session d'échange version audio, session qui a eu lieu à la suite de la projection du film Asie Cyclette le 6 mai 2020 dans le cadre de l'événement La Grande Évasion. Alors la Grande Évasion, c'est une soirée pour rêver, c'est une soirée où nous visionnons tous ensemble un film de voyage et nous échangeons ensuite, à la suite de cette projection, avec les voyageurs, les réalisateurs, les protagonistes du film. Cette semaine, nous sommes partis en Asie. Nous sommes partis en Asie, presque à bicyclette, puisque nous sommes partis en tandem avec Xavier et Caroline. Xavier et Caroline sont partis en 2015 à la rencontre des enfants parrainés par l'association Enfants du Mékong. 12 000 kilomètres long de ce fleuve, et ils partagent avec nous ce soir leurs émotions, leurs ressentis, les observations qu'ils ont faites aussi sur place et les enseignements qu'ils ont tirés de ce voyage. Nous vous invitons évidemment à visionner ce film que vous pouvez trouver en replay sur YouTube en accès libre avant d'écouter ces échanges, mais si tel n'est pas le cas, nous espérons que ces questions-réponses vous donneront envie de le visionner après. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Du coup, Caroline et Xavier, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu ce film? Parce que du coup, il date de 2015, si je ne m'abuse, c'est ça? Donc le voyage, j'imagine, ça a pris un petit peu de temps pour faire ce film, pour produire aussi, traiter toutes les images. Donc est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu 5 ans en arrière ce film? Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici et merci d'avoir regardé notre film. Ça nous fait très plaisir. Pour recontextualiser, l'histoire remonte à il y a longtemps. Moi, le voyage, c'était un peu un rêve de gosse. Depuis que j'étais adolescent, en tout cas, j'avais regardé pas mal de films et de conférences. Sonia et Alexandre Toussaint, notamment, Sylvain Tesson, voilà, des noms qui font rêver et voyager. Ouais. Et donc, j'avais toujours eu un peu ça dans un coin de ma tête, de me dire, bah, moi, je ferais un tour du monde en dormant chez l'habitant. En tout cas, c'était vraiment ça, moi, qui était important chez moi. Et puis j'ai rencontré Caroline et je lui en ai parlé. Moi, en fait, j'avais surtout envie d'aider une association et le fait de faire du vélo, rencontrer des gens, etc., c'était pas forcément quelque chose qui était forcément très important pour moi, mais l'idée de voyage m'aidait bien. Donc, enfant à côté. Pardon pour le. Et du coup, on a essayé de lier les deux envies, en fait, de faire un voyage avec en plus une partie aide, ou humanitaire, peut-être un peu galvaudée, mais en tout cas, pouvoir aider les autres tout en voyageant. Donc, on a contacté plusieurs assos, dont Enfants du Mékong, qu'on connaissait déjà un peu, puisqu'on était déjà parrains. On a rencontré les équipes, on a pas mal discuté avec eux et on s'est dit, bon, ben, c'est avec eux qu'on part. Voilà, donc on a construit ce projet, ça a pris un petit peu de temps quand même. Et puis, au moment de partir, il y a toujours un peu des doutes. Ceux qui ont voyagé connaissent bien ça. Et notamment le côté de se dire, bah, on va communiquer pendant un an pour une association. Qu'est-ce qui se passe si ce qu'on voit sur le terrain ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé ou à ce qu'on espérait, ce genre de choses. Et en fait, non seulement on n'a pas été déçus, mais en plus on a été tous les deux bluffés par ce qu'on a vu. Et notamment, Caroline partait pour un côté humanitaire, c'était vraiment son leitmotiv. Moi, c'était plus ma caution solidaire pour emmener ma femme. Mais j'ai vraiment été bluffé par leurs actions, à tel point que j'ai rejoint leurs équipes aujourd'hui. Donc, ça nous a vraiment pas mal marqué. Ouais, pas de souci, on reviendra justement sur Enfants du Mékong. Mais du coup, c'est vrai qu'à la base, vous aviez plutôt ciblé la zone géographique et vous avez pris contact avec des associations sur la base de cette envie d'aller dans la zone, en Asie, autour de la zone du Mékong. C'est comme ça que ça s'est passé ou... Non, on est plus parti de l'association et on a monté le projet avec eux. Donc, on est parti en Asie parce que Enfants du Mékong était en Asie. D'accord, ok. Donc, ouais, ça s'est passé en fait dans l'autre sens. Oui. D'accord, très bien. Du coup, on a une première question par rapport au temps à peu près que vous avez passé pour monter ce film au retour. On reviendra sur les autres questions, il n'y a pas de souci. Mais combien de temps ça vous a pris un petit peu pour traiter les images? Alors, ce qui est intéressant, juste, je me permets une petite parenthèse, parce que c'est vrai que chaque semaine, on présente des films très différents et qui sont plus ou moins, entre guillemets, professionnalisés. Et ce que je trouve super intéressant dans votre film, c'est que vous arrivez quand même
parce que c'était quand même il y a 5 ans, donc peut-être qu'il y avait moins cette culture de YouTube, voilà, de faire des retouches de son, d'image, etc., ce qu'on peut voir sur certains films maintenant, qui sont par ailleurs très qualitatifs, mais c'est autre chose. Du coup, vous êtes parti avec quel type de matos? Est-ce que vous aviez l'ambition de faire ce film avant de partir? Et du coup, comment ça s'est passé, la construction de ce film au retour? Alors, comme matériel, on avait un appareil photo assez basique finalement. Comme on n'avait pas beaucoup de place dans nos sacoches, il ne fallait pas un matériel très important. Donc, on avait vraiment un appareil photo et un ordinateur. Le but était donc de communiquer avec des écoles en France qui aidaient des enfants en Asie. Donc, on faisait nos vidéos au fur et à mesure pour communiquer avec les écoles qui étaient en France. Donc, finalement, les films, on les a montés petit à petit tout au long du projet. Après… Ce qui a été, pardon, je te coupe, mais ce qui a été une bonne formation aussi pour nous, parce qu'on n'y connaissait rien du tout à la vidéo. On n'avait pas trop eu le temps de s'entraîner avant de partir. Et du coup, on a monté en tout un peu plus de 100 films, je crois 104 films sur toute l'année, 104 petites vidéos. Et donc, petit à petit, on a aussi appris à voir ce qui fonctionnait moins, quelles étaient les vidéos qui interpellaient et celles qui le faisaient moins. Et donc, on a pu progresser un petit peu grâce à ça. Donc, après, c'est à notre tour finalement qu'on s'est dit c'est vrai que ça peut être un bon moyen de témoigner, de finalement faire un film résumé de toute cette aventure. De compiler finalement un petit peu les différentes histoires que vous aviez racontées pour un public peut-être plus enfant, école du coup française, mais le faire plutôt version grand public, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et donc c'était en 2015 ce voyage? Oui. Oui. D'accord. En fait, oui, c'est vrai qu'il y avait la question de savoir d'où c'est parti. Donc, c'est vrai que depuis longtemps, on y réfléchissait. Après, on a contacté Enfants du Mékong qui, au début, on était parti sur un projet de dessin, etc. Il nous avait dit, c'est très bien, mais faites votre voyage. Nous, ça n'allait pas les aider beaucoup. Voilà, ça ne va pas forcément nous aider. Donc, et puis finalement, ils nous ont recontactés 1 an plus tard en nous disant est-ce que vous êtes toujours motivés pour partir? On a un projet avec les écoles, est-ce que ça vous intéresse? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment construit le projet avec eux. D'accord. Donc ça a encore mis une année pour construire le projet, pour savoir exactement… pour communiquer avec les écoles, il fallait aussi préparer le matériel, tout ça. Et du coup, vous aviez un statut de bénévole ou vu que c'était un projet qui était inscrit dans une dynamique d'échange à France-Asie, comment ça s'est passé ce temps-là? Non, effectivement, c'est vrai que c'est bien de préciser, c'était entièrement bénévole et sur nos fonds propres, bien qu'on ait eu quelques sponsors. C'est pas l'asso qui a financé le voyage. Ça, c'était important aussi pour nous. Que ce soit sur nos fonds propres et que les gens qui veulent nous aider, en fait, aident Enfants du Mékong, puisque c'était pour l'asso qu'on le faisait. Donc, on leur proposait de parrainer un enfant. Ouais, d'accord. Ça aurait pu, parce que c'est vrai que aujourd'hui, certaines associations ont entre guillemets, des budgets de communication, donc ça aurait pu s'inscrire dans un projet plus général. Oui, c'est vrai. Là, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas, oui. D'accord. Du coup, on a une question qui est intéressante et qui est un peu en lien avec ça de Vincent. Comment est-ce que vous avez fait au niveau pro? Est-ce que vous bossiez avant? Est-ce que du coup, vous avez posé des congés, des disponibilités? Comment ça s'est passé? Alors pour moi, je suis professeure des écoles et donc j'ai pris une année sabbatique. Donc j'avais la chance d'avoir mon travail qui m'attendait au retour. Voilà, et moi, de mon côté, j'ai démissionné pour pouvoir partir. Voilà, c'est un petit saut dans l'inconnu, mais avec un petit peu cette intuition dans un coin de la tête que je ne reprendrais pas mon ancien boulot en revenant. D'accord. Même si ça me plaisait beaucoup, j'étais dans un groupement d'achat, etc. Mais en général, je pense que quand on fait ce genre de voyage, on sait que ça remue pas mal, même si je ne savais pas du tout comment. Et voilà, ça a été le cas, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi on en parle à chaque fois dans ces visionnages et je pense que ça reste quelque chose de commun un peu à tous. Il y a quand même cette quête de sens un petit peu, même si on ne la formule pas comme ça avant de partir. Et quand on revient, effectivement, on a forcément un petit peu changé et peut-être identifié certains points qui sont pour nous importants, qui prennent plus de place dans la vie d'après, en fait. Oui.
Et je vois une question en plus dans le chat et tu l'avais déjà posée, on n'y a pas répondu combien de temps à peu près pour monter. C'est vrai que c'est difficile à dire combien de temps on a mis pour la monter cette vidéo puisqu'on a repris donc des extraits des vidéos qu'on avait montées pendant l'année. Pendant l'année, on avait un ratio à peu près de 1 heure par minute pour monter un film, sans compter le tournage, hein, uniquement la partie montage. Et après, je pense que pour faire le film total, on a bien rajouté une quarantaine ou une cinquantaine d'heures. Donc voilà, je ne sais pas combien ça fait au total, mais ça fait beaucoup de temps. Ouais, ça fait du temps. Ça fait des beaux souvenirs aussi, mais ça fait du temps investi sur le projet. Du coup, on a une autre question. Avez-vous un autre projet de départ avec les enfants et pensez-vous que ce soit possible avec Enfants du Mékong notamment? On voit nos beaux-parents qui sont connectés là. On part dans 15 jours, on l'annonce en live. Non, je blague. On va leur annoncer la nouvelle qui partait demain. Non, à court terme, non. On a 2 petits loustiques. C'est déjà une sacrée aventure au quotidien à gérer. Voilà. Après, est-ce qu'on repartira un jour? Peut-être. On ferme pas la porte. Après, pour l'instant, on vit l'aventure des enfants déjà en France et c'est déjà une très belle aventure. Voilà. Et après, est-ce que c'est possible avec Enfants du Mékong? Oui. Chaque année, Enfants du Mékong envoie des volontaires. Entre 1 et 3 ans. Alors, la majorité sont célibataires ou en couple sans enfants, mais il y a quelques familles qui partent. D'accord, ok. Donc, une option aussi de partir entre guillemets en poste familial. Oui, voilà, c'est un contrat VSI, volontariat de solidarité internationale. D'accord. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, toi, du coup, Xavier, tu travailles en tant que salarié chez Enfants du Mékong, c'est ça? Oui, voilà. Donc moi, à la suite de ce film, donc j'avais démissionné. À la suite de cette aventure, j'avais démissionné et je me posais un peu la question de quoi faire puisque j'avais envie de donner plus de sens aussi à ma carrière. Et à l'Assemblée générale d'Enfants du Mékong, on a présenté notre film et à la suite de quoi ils m'ont proposé un poste. Donc voilà, on s'est pas fait plier puisqu'on avait été tellement conquis et séduits par tout ce qu'on avait vu sur le terrain que c'était une occasion inespérée. Et donc voilà, j'ai rejoint l'équipe de communication depuis notre retour. D'accord, ouais, donc c'était finalement pas prévu, mais ça s'est enchaîné, c'est bien tombé. C'était pas du tout prévu, et puis on avait dit à notre retour partout sauf Paris. Bon, finalement, on est à Agnières-sur-Seine, bon, c'est de l'autre côté du périph', mais ça reste quand même très très proche de Paris. Je pense que c'était la seule association qui pouvait nous faire venir en région parisienne, mais finalement, on s'en sort très bien, c'est une autre aventure. Ouais, tout à fait. Et puis je pense que tu as une perspective aussi différente quand tu travailles au siège d'une organisation. Bien sûr, et puis j'anticipe un peu sur les questions de retour. C'est vrai que souvent, et on s'y attendait avant de partir, le retour de ce genre de voyage n'est pas évident. Et aujourd'hui, je le vois bien avec les volontaires d'Enfants du Mékong qui reviennent d'un ou 2 ou 3 ans. Il y a un vrai choc au retour. Là, le fait de continuer de travailler pour Enfants du Mékong, ça aide à faire un atterrissage en douceur et à donner une continuité aussi au projet. Donc c'est vrai que c'est une chance assez inespérée. Ça a fait une belle transition et une continuité finalement dans l'expérience. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de la salle? Vous pouvez mettre le micro, bien sûr, si vous voulez poser des questions à haute voix. Il n'y a aucun souci. Sinon, moi, j'en ai encore. Ne vous inquiétez pas. Il y a des questions. Il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Hein, ça marche aussi. Oui, Yannick, tu as une question? Ouais, j'avais une question. Vous m'entendez? Oui, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Et au-delà du film, comment ça s'est passé l'année pour vous? Est-ce que les 3 premiers mois, c'est euphorique et puis après, il y a des temps qui semblent longs? Enfin, au-delà du montage, vraiment, comment vous avez ressenti le temps? Alors au début, pas beaucoup de peur pour moi. J'étais jamais partie à l'étranger comme ça longtemps. J'avais fait 3 semaines maximum. Donc plutôt très, très peureuse et à la fois très excitée du début du voyage. On a eu la chance d'être accueillis par une famille française en Malaisie qui nous a permis d'atterrir tranquillement.
de monter notre vélo parce on l'a eu au dernier moment la veille du départ. Donc, on a pu se poser un petit peu tranquillement chez eux. Le monter, l'essayer aussi, on n'avait jamais testé. Donc... Ah oui, d'accord. Ouais, on avait prévu de le recevoir avant, mais il y a eu beaucoup de retard et on l'a reçu, comme disait Caroline, la veille du départ avec le stress qui va bien. Et après, au bout de 3 mois, on a eu une petite baisse en se disant que le montage des vidéos, ça nous prenait quand même du temps et on avait peur que ça soit répétitif. Et puis finalement, du coup, on a essayé d'être plus inventif sur nos vidéos, de varier un peu les supports. Et du coup, ça c'est. Après, ça nous a vraiment donné un second souffle. Et c'est vrai que la partie solidaire du projet avec Enfants du Mékong, c'est vraiment ce qui a donné tout son sens à notre voyage aussi, parce que un voyage à vélo simple, c'est génial, hein, il y en a plein qui le font et c'est fabuleux, mais je pense qu'on peut vite tomber dans une certaine routine à se dire, bon, bah, finalement, tous les jours c'est nouveau, tous les jours il y a des beaux paysages, mais quelque part, à quoi bon? Là, le fait de voir d'une en direct les enfants à qui le projet bénéficiait, bah, c'était une chance incroyable, et quand on voyait le chemin qu'ils parcouraient pour aller à l'école, l'espoir que ça apportait dans les familles de pouvoir être scolarisés, c'était voilà, ça nous donnait une motivation incroyable. Et puis de voir en France aussi les écoles plus les amis qui nous suivaient, qui nous encourageaient. Mais derrière, quand on a plein d'élèves en France qui nous disent on a hâte que vous rencontriez notre filleule, et puis qu'on voit des enfants en Asie qui ont un parcours incroyable et qui s'en sortent grâce à l'école, bon bah on se dit pas j'ai mal aux jambes, je rentre à la maison quoi. Ça aide à dépasser un peu tout ça. On a vraiment par les enfants, que ce soit en Asie et en France en fait. Et en fait, c'est marrant, Yannick, que tu aies posé cette question parce que je me suis fait la réflexion en regardant le film. Et en fait, je ne savais pas que vous aviez fait plusieurs vidéos et qu'à la fin, vous aviez un petit peu remélangé tout ça dans un film plus grand. Et en fait, en voyant le film, je me suis dit qu'il y avait des rythmes un peu différents. Alors peut-être que du coup, effectivement, dans la manière dont vous avez construit vos vidéos, enfin vos prises de vue, au fur et à mesure, vous avez approché les choses un peu différemment, même dans les voix off, finalement, que Xavier, au fur et à mesure, les blagues, etc. Je trouve qu'il n'y a pas la même énergie entre le tout début, le milieu et la fin du film. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est ressorti comme ça, là, spontanément Non, c'est sans doute dû effectivement aux manières de filmer. Et pour continuer un peu sur la question de Yannick, c'est amusant parce que quelqu'un nous avait demandé une fois vous montrez que les bons moments dans votre film, c'est dommage, on aimerait me voir aussi quand ça va mal. En fait, on l'a filmé, quand on passe la nuit en pleine jungle, c'était un moment un peu difficile. Quand on avait des soucis mécaniques, c'est des moments difficiles. Mais en fait, il y a une espèce de magie quand on sort la caméra et qu'on sait que ça va être regardé par les élèves qui nous suivent, les gens qui nous suivent. Où d'un coup, en fait, on prend énormément de recul sur ce qu'on est en train de vivre et ça devient un jeu, en fait. Et plutôt que de se dire, ah mince, on est perdu dans la jungle, est-ce qu'on va trouver de l'eau, est-ce qu'on va s'en sortir? Ben en fait, on se met à penser, mais qu'est-ce qu'ils vont se marrer les copains en nous voyant comme deux blaireaux plantés en pleine jungle. Et du coup, nous-mêmes, notre situation nous fait rire. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de prendre aussi pas mal de recul sur ce qu'on vivait et peut-être de transmettre un côté un peu positif. Mais voilà, c'était aussi des moments pas toujours simples. Et c'est super intéressant finalement ce que vous êtes en train de dire parce que ça veut dire que l'objectif des vidéos et du film vous obligez à prendre un peu de recul parce que vous vouliez passer un message aussi en particulier. Vous n'alliez pas vous filmer en train de vous plaindre face à la caméra. Alors que certains, peut-être, s'il n'y avait pas eu cet objectif d'envoi de vidéos aussi aux enfants et aux copains, auraient peut-être pris une approche complètement différente sur le même voyage en fait. Mais en fait, quand on sortait la caméra pour se plaindre, en fait, tout de suite, on prenait du recul, on se disait, bah non, en fait, c'est pas si grave que ça. Et puis, les blagues venaient d'elles-mêmes et quelque part, ça nous fait rigoler, quoi. Il y a eu une fois où on n'a pas pu, on était trop fatigué pour sortir la caméra. C'est avec les problèmes de frein qu'on a eu. Et j'ai souvenir c'était un moment au nord du Laos, dans une région vraiment très isolée du reste du monde, sur des petits chemins de terre où nos freins ont lâché. Et du coup, on a été obligé de retenir le vélo sur un tout petit chemin de cailloux qui descendait déjà fort. Et on a essayé de remonter sur le tandem, sauf qu'en fait, il a pris trop de vitesse et on a risqué une énorme chute. Donc là, on était… voilà, là, c'était pas la folie. Et là, on n'a même pas eu le courage de sortir la caméra. Voilà, donc pour répondre à la question de Yannick, ça, c'était un moment vraiment chaud qui n'a pas été filmé. Un moment off, ouais. Du coup, ça répond à ta question, Yannick? Non, un peu extrapolé, mais ouais.
Ça fait le pendant avec une question de Maud et Rémi qui vous passe le bonjour, mais qui demande aussi quel est votre plus beau souvenir. Alors, c'est souvent très difficile de répondre à cette question-là, mais c'est peut-être pas la première fois qu'on vous la pose, donc vous avez peut-être une réponse. Qu'est-ce qui vous reste vraiment le plus en tête, le beau souvenir que vous avez? C'est difficile parce qu'il y a effectivement plein de choses qui reviennent en tête. Moi, peut-être une rencontre d'une bénévole enfant du Mékong, qui est sur place et qui s'occupe de tous les enfants. On faisait le tour du village avec elle pour rencontrer plusieurs enfants parrainés. Et elle était vraiment rayonnante. Elle disait bonjour à tout le monde, elle redonnait le sourire à tout le monde, elle connaissait toutes les familles. Et ça, c'est peut-être une personne qui m'a vraiment marquée dans le voyage. C'est dans le bidonville de Phuket, c'est dans le film l'usine de séchage de poissons là. Effectivement, la bonne sœur qui gère ce centre, elle est assez rayonnante et ça transparaît tout de suite quand on la rencontrait. Ouais. Mais souvent, oui, les meilleurs souvenirs, je pense que c'est les rencontres à la fois avec les bénévoles d'Enfants du Mékong et les enfants. Et c'est des familles qui nous accueillent à bras ouverts, qui se livrent dans leur intimité aussi, parce qu'on arrive chez eux, souvent il n'y a rien du tout, c'est des petites cabanes faites de briquet de broc, donc il y a leur lit, il y a leurs quelques biens matériels, et puis c'est tout, et ils nous accueillent à bras ouverts, parfois on a dormi chez eux, etc. Donc ça, c'est des moments qui sont très forts. Ouais. Et du coup, juste pour clarifier peut-être les gens qui ne connaissent pas Enfants du Mékong, c'est un système du coup de parrainage d'enfants qui sont dans leur famille. On ne parle pas d'orphelins, je ne pense pas. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité. Mais c'est des parrainages pour aviser du coup de financement de l'éducation, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, donc il y a un système de parrainage et un parrain qui parraine un enfant. Alors, il y a deux systèmes, hein. Soit un parrain qui parraine un enfant, soit un parrain qui parraine une structure. Selon les pays, selon les situations, ça s'adapte aux localités. Et donc, c'est basé sur, il y a des volontaires donc, qui sont du pays qui gèrent, et après, il y a aussi des volontaires français qui viennent un peu surveiller que l'argent soit bien utilisé. D'accord. Oui. Et le but de parrainer un enfant, c'est qu'il aille à l'école, en fait. Donc, c'est 28 € par mois. C'est 7 € après déduction fiscale pour ceux qui ont la joie de payer des impôts. Donc, en soi, 7 €, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais sur place, on l'a vu, ça transforme des vies parce qu'un enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui apporte dans sa famille l'espoir que l'avenir sera meilleur, que demain, il trouvera peut-être un travail stable. Et donc, l'éducation pourra s'améliorer. Et ça, c'est un truc qui nous a bluffé aussi, de voir tous ces enfants, des plus jeunes aux plus âgés, quand on leur demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, avant de nous répondre je vais m'acheter une belle maison ou voyager, ou même avant de nous dire je serai médecin ou ingénieur, ils nous disent je vais aider mes parents et je vais aider mes cousins et je vais aider ma famille. Et ça, c'est assez bluffant. Un sens de la communauté, effectivement. C'est vrai en fait, avant de partir, on connaissait un peu Enfants du Mékong parce qu'on était parrain d'une petite fille. Mais c'est vrai que quand on est parti, on a eu d'un coup une grosse peur juste avant de partir. On s'est dit on va communiquer sur l'association pendant 1 an. Est-ce qu'on ne va pas trouver sur place des choses qui vont nous déplaire? Peut-être qu'on va découvrir des choses. Enfin, comment on va réagir? Et en fait, sur toute l'année, on a été vraiment bluffés de l'association et du travail qui est fait sur place. Donc ça nous a vraiment impressionnés. Je trouve que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans l'humanitaire et c'est vrai qu'on a souvent la question de gens qui veulent partir faire du bénévolat ou du volontariat à l'étranger. Et finalement, vous êtes partis, vous étiez en lien avec l'organisation avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible quand vous prévoyez un voyage, de passer voir dans le pays où vous êtes comment fonctionne la mission ou comment fonctionnent les projets d'une association que vous voulez soutenir. Et comme ça, vous avez aussi une visibilité directe sur ces projets que vous pouvez soutenir aussi au retour. Donc, c'est vrai que c'est une vision un peu complémentaire finalement du terrain et qui peut être intéressante pour poursuivre en France ensuite. On a une question de Aurélien qui demande qu'est-ce qui a changé en vous. Alors c'est très philosophique comme question, mais qu'est-ce qui reste en termes justement d'humanité après cette expérience et qu'est-ce qui a changé à l'aube de ces mois de voyage?
Alors, vous m'entendez ou pas? Ouais. Tu nous entends, Xavier? Oui, je vous entends, mais c'est bon. Pardon, on a les enfants qui font un petit peu de bruit à côté. En plus, la vache, c'était la question la plus dure de la soirée. Ah ouais, c'était la question de la soirée, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait lien C'est difficile à dire. J'ai pas l'impression qu'on change du tout au tout quand on fait ce genre de voyage. Il y a des gens qui disent je suis revenu complètement transformé, chamboulé. Bon, j'étais Xavier avant, je suis Xavier après, je pense, mais peut-être que ça réveille certaines sensibilités à certaines choses, ou que ça fait voir certaines choses différemment, mais des choses qui étaient peut-être déjà en nous avant. En ce qui me concerne, le côté social, humanitaire, mais je l'ai déjà un petit peu dit, c'est vraiment la partie du voyage qui m'a marqué. Moi, j'étais parti pour le côté aventure et c'est vraiment c'était très sympa, mais c'est pas ça ce qui m'a le plus touché. Donc, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est peut-être ça. Et puis ce défi aussi de se dire, quand on va revenir, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va reprendre notre vie de tous les jours. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on trouve une foule bruyante à Saigon ou alors dans un petit minibus surchargé avec des poules et des petites mamies? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça extraordinaire alors que le métro parisien, on trouve ça horrible, par exemple? Et donc, le défi, ça a été de se dire, mais finalement, ce qu'on a vécu là-bas, pourquoi ne pas le vivre aussi en France? Et cet œil qu'on a ouvert sur l'aventure et l'étranger, pourquoi ne pas essayer de le vivre au quotidien? Et voilà, et c'est des petits trucs tout simples de se dire, tiens, on va essayer de faire un beau sourire tous les matins de notre boulangère et voir comment elle répond. Et elle sourit beaucoup comme en Asie, ou de retenter la même chose. Et on a fait le même petit voyage pendant 15 jours en France à vélo. Et les gens sont tout aussi accueillants en France qu'en Asie. Donc ça, c'est des belles choses aussi. Et c'était un peu une chose qu'on voulait expérimenter à notre tour. Ah, donc finalement, plus changer de lunettes que de changer de personne, en fait. Exactement. Et Caroline, toi, tu n'as pas répondu. C'est dommage, elle était bien la question d'Aurélien. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Oui, non, moi, en plus, j'ai pas changé de travail. Donc, du coup, en fait, j'ai effectivement quand même changé finalement dans ma façon de travailler en me rendant compte que finalement, effectivement, on pouvait mettre de la joie, de l'humain justement dans tout ce qu'on faisait. Donc, je pense que ça, c'est une des grandes choses. Et après, peut-être que en termes personnels, en fait, j'ai beaucoup appris sur moi et sur notre couple. Alors ça, c'est un peu plus personnel, et je pense que on a appris à surpasser aussi. Et peut-être à prendre un peu confiance en certaines de nos capacités. Et donc, je pense que moi, personnellement, ça m'a appris aussi, oui, à prendre un peu confiance en moi et à voir qu'on pouvait faire des choses chacun à son échelle. Et à être complémentaire peut-être aussi sur certaines choses. D'ailleurs, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que j'ai une question. Je trouve que Xavier fait beaucoup de blagues et que tu rigolais pas trop à ces blagues à certains moments, Caroline. Alors pourquoi? Je n'aime les blagues. Alors, je suis un public très difficile au grand regret de Xavier. Non, je commence à connaître un petit peu ses blagues. Donc, comment dire? Peut-être que j'ai le rôle du clown triste, je ne sais pas. Non, il me fait toujours rire après je ne sais pas combien d'années de mariage. Non, il me faisait beaucoup rire. C'est vrai que parfois j'étais fatiguée et donc du coup, non, je rigolais pas à chaque fois. C'est complémentaire avec la question de Yannick parce qu'on sortait la caméra aussi à des moments où on était crevé, où on n'en pouvait plus. Ouais. Peut-être que Caroline avait moins le sens de l'humour à ce moment-là. Si, il me faisait rire, mais parfois j'étais trop fatiguée. Ouais, notamment, moi j'ai l'image de quand vous êtes en train de vous soigner un peu là après la chute et où Xavier il est parti, il est sur la table d'opération, il est en mode justement voix off. Toi, t'es un peu, tu te concentres un peu sur les blessures à soigner quand même aussi. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi ça rebondit aussi. J'imagine, il y a les vases communicants. Peut-être qu'à des moments, Xavier était un peu moins comme ça, et toi. Oui, clairement. Oui, je pense que ça, c'est le bonheur de voyager en couple, finalement, c'est qu'on arrive à se soutenir et à un moment, c'est l'un qui flanche un peu et l'autre qui arrive à soutenir l'autre et inversement. Donc, je pense que ça vaut dans la vie de tous les jours, je pense.
Donc, oui, non, on a eu cette chance de pouvoir partir, de pouvoir monter ce projet ensemble et de pouvoir le faire ensemble. Et aussi, le retour, ça a été une grande aide pour nous de le vivre à deux. Parce qu'on a pu vraiment en discuter tous les deux de ce qu'on a vécu. Et ça, je pense que c'était aussi une grande chance. Est-ce que vous vous êtes engueulés là-bas? Franchement, pas trop. Pas beaucoup, mais quand même, si, il y a des moments où c'est… Mais pas beaucoup. En fait, on était forcément obligés de se réconcilier très vite, puisque comme on était sur le tandem, il fallait régler très vite les problèmes. Donc non, la solution, on ne parlait pas pendant quelques kilomètres. Après, c'était bon, on pouvait reparler. Et donc, on se réconciliait très, très vite. On était un peu obligés. Non, les quelques engueulades, c'était à propos de la mécanique, en fait. On a deux manières Déjà, on est tous les deux des quiches en mécanique, moi particulièrement. C'est Caro qui a tout réparé le vélo. Mais on a surtout deux manières très différentes de faire. C'est-à-dire que moi, quand ça va pas, je vais essayer de tout démonter en disant, bon, on va essayer de comprendre. Comme je suis nul en mécanique, j'arrive pas à remonter. Donc, je vais dire à Caro, tu veux pas remonter, je n'y arrive pas. Et elle va dire, mais non, mais fallait pas démonter, fallait demander à quelqu'un qui sait, etc. Et à l'inverse, donc parfois, c'était catastrophique parce qu'on se retrouvait avec le vélo en pièces détachées, on savait pas le remonter. Et à l'inverse, parfois, on laissait traîner des trucs qui étaient peut-être tout simples. Et puis finalement, ça prenait une ampleur pas possible puisqu'il y avait juste un écrou resserré. Et puis comme il se sauvait, il y avait tout le vélo qui se démontait. Du coup, je disais, tu vois, il fallait le refaire avant. Donc voilà, ça, c'était les quelques points de désaccord. Mais bon, on a juste eu des problèmes. Tout ce qui est aux circonstances qu'à la vision globale du projet, quoi. C'est vraiment des points de détail. C'est un peu comme quand tu es en road trip et que tu ne trouves pas d'endroit où dormir ou que tu ne trouves pas d'endroit où manger. Et puis quand tu as faim, tu commences à être grognon. Et puis voilà, c'est lié à ça. Et, des choses, C'est vrai que non, et puis finalement, dans les moments les plus difficiles, finalement, il y avait toujours… Enfin, ça, c'était assez fou, mais il y avait toujours quelqu'un qui venait et qui nous… on avait des expériences en fait extraordinaires qui arrivaient juste après les moments les plus difficiles. Je me souviens d'un moment en Thaïlande où on avait mal rattaché une sacoche et dans une descente, la lanière de la sacoche s'est prise dans les rayons. Du coup, ça a fait exploser tous les rayons, la sacoche, etc. Donc, et c'était sur une énorme 2 fois 2 voies. Il y avait plein de voitures qui passaient. Il commençait à faire nuit. Enfin, c'était pas la fête. Et là, il y a un type qui s'arrête dans un gros pick-up et qui commence à nous filmer et à parler. On ne comprenait pas tout ce qu'il disait, mais on sentait qu'il se marrait bien de voir 2 étrangers galérer. Et on commençait à en avoir vraiment marre. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, vraiment, on va lui dire d'aller voir plus loin, quoi, parce que ça nous agaçait. Il nous dit, mettez le vélo dans le pick-up, je vous emmène. Je me dis, bon, finalement, on va peut-être plutôt le remercier. Et en fait, il nous a invités au restaurant. Le lendemain, il nous a fait visiter le parc national dans lequel il travaillait. Enfin, on a passé un moment extraordinaire avec lui. Alors qu'au début, on avait l'impression qu'il se foutait de nous, quoi. Donc, c'est vraiment, effectivement, dans les moments les plus durs où il y a eu aussi les choses les plus belles. Il y a un petit dicton que j'aime bien qui dit « Quand la nuit devient plus noire, l'avantage, c'est que les étoiles brillent plus fort ». Et c'est assez vrai, je pense, pour le voyage. C'est vrai que ça oblige aussi à rebasculer sur un mode beaucoup plus de l'échange et d'être moins enfermé sur son problème et effectivement de changer, de shifter un peu au niveau de l'état d'esprit. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, il y a quand même des questions de Stéphane, Priscille et Olivier qui sont en lien et qui demandent si c'était dur des fois de quitter les familles et les endroits que vous avez visités, dans lesquels vous avez été très bien accueillis. Et le pendant aussi de cette question, c'est est-ce que, en dehors des bénévoles, vous avez gardé contact du coup avec des gens qui vous ont accueillis sur place? Alors, on avait fait le choix de rester qu'une nuit chez les gens parce que du coup, ils nous accueillaient et c'était très souvent des familles très pauvres. Donc, on avait fait le choix de ne pas rester longtemps. Donc, finalement, c'est vrai qu'on a eu des relations qui étaient vraiment fortes. Du fait qu'on ne restait pas longtemps, les gens pouvaient nous confier des choses qu'ils n'auraient probablement pas confié s'ils savaient qu'on restait plus longtemps. Après, on avait quand même la barrière de la langue qui faisait, on apprenait la langue à chaque pays qu'on traversait. Mais on restait donc à peu près 3 mois par pays. Mais donc nos conversations, on arrivait à avoir des conversations avec les gens, mais finalement ça allait pas non plus. On pouvait pas avoir des conversations qui étaient non plus très philosophiques. Notre vocabulaire s'arrêtait quand même au bout d'un moment.
Mais on avait des beaux échanges aussi non-verbaux. Donc, on a eu vraiment des belles, ça c'est sûr qu'on a eu des magnifiques rencontres avec les locaux. C'était difficile de les quitter parfois. Par contre, on n'a pas gardé de contact avec les familles qu'on a rencontrées. Il y a quelques gens qui sont sur Facebook ou des choses comme ça, mais vraiment très peu finalement. Et après, oui, effectivement, avec les volontaires, on a gardé plus de contact. Puis une des choses aussi, c'est que les familles qui nous accueillaient, la plupart du temps, finalement, elles n'avaient pas Internet. Donc voilà, ouais. Je sais pas si tu veux compléter. Non, c'est après ça, effectivement. Il n'y avait pas la possibilité à la fois sur le moment d'avoir une relation qui s'inscrive dans la durée, puisque vous saviez que vous repartiez, et puis du coup aujourd'hui vous n'avez pas via les réseaux sociaux ou autres de lien avec ces personnes hors bénévoles. C'était vraiment vivre le moment présent et avec toute la famille qui nous accueillait. Puis je pense que la relation aurait été faussée parce que on savait qu'on restait qu'une nuit, on savait aussi qu'on n'aurait pas l'occasion de retourner les voir avant très 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 longtemps. Donc voilà, vivre une relation sur Facebook, bon, c'était pas le but en tout cas du voyage. Voilà. Par contre, si on a quand même quelques nouvelles, en tout cas des enfants qui ont pu être parrainés grâce au voyage et qu'on a rencontrés. Là, c'était des rencontres un peu particulières. Et voilà, on a appris la semaine dernière qu'un petit bout de chou de 12-13 ans qu'on avait vu vient de terminer ses études et est maintenant dans la vie active. Donc ça nous a fait un petit choc de découvrir qu'il avait déjà fini ses études. Mais, on n'en revenait pas. Ouais, on n'en revenait pas. Mais voilà, mais à la fois, c'est beau aussi de se dire que, voilà, a priori, la situation de sa famille s'est bien améliorée. Il a trouvé un boulot, donc c'est chouette aussi. Ouais, il y a une vision sur le long terme en fait. Oui. Du coup, moi j'avais une autre question un petit peu différente qui a trait au matériel que vous avez choisi, parce que du coup, aujourd'hui, beaucoup de gens envisagent des voyages à vélo et c'est tant mieux. Et comme vous l'avez dit, c'est possible de le faire en France, c'est possible de le faire partout en fait. Vous êtes partis sur des routes qui, pour certaines, n'en sont pas. Vous n'aviez pas forcément testé votre matériel en amont. Vous aviez donc un tandem avec la place avant assise, je ne sais pas comment on décrit ça techniquement, mais enfin, c'était pas sur le même niveau comme certains tandems qu'on peut voir. Comment avez-vous préparé du coup ce voyage du point de vue technique, sur le choix du matériel, de l'itinéraire précis, etc. Au niveau du vélo, on avait prévu de partir en tandem, mais pas du tout sur ce style de tandem. C'est en cherchant, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être très bien de voir tous les deux la route. Si on avait pris un tandem normal, en fait, moi, j'aurais été derrière parce que c'est le poids le plus faible. Je suis le poids le plus faible qui aurait été derrière, donc j'aurais moins vu le paysage. Et alors, est joli aussi, mais bon, ça va être un peu limité. En fait, on s'est rendu compte que c'était un moyen de rencontre qui était génial. Ça, on n'avait pas du tout prévu, mais donc pour le tandem, voilà, c'était un peu notre parcours. Après, on a eu une formation express de nos frères, beaux-frères, beaux-parents sur les réparations, parce que comme je vous l'ai dit, on est toujours assez nuls, donc on a changé une roue, changé des rayons, recoudre en cas d'urgence sur une oreille de porc, voilà, bien qu'on n'ait eu aucun porc qui se soit blessé, donc on n'en a eu aucun à recoudre, mais voilà, on a eu vraiment une formation express. Et après, la meilleure formation, c'est le voyage en lui-même. Donc, on a appris petit à petit. Au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure. Et après, pour l'itinéraire, on a vraiment fait en fonction des enfants parrainés. Donc, du coup, il y a un moment où on passe vraiment dans les montagnes et c'est parce qu'il y avait un enfant qui était complètement perdu au milieu de la montagne. Donc l'itinéraire était vraiment a été construit avec Enfants du Mékong et donc en fonction des enfants parrainés. Alors, il y a 35 points à relier sur une carte en fonction des visas, etc. D'accord, ouais. C'est intéressant aussi parce que du coup, c'est vrai que vous aviez cette contrainte-là qui vous obligeait à passer. On l'a vu aussi, vous avez quand même subi un petit peu la météo à certains moments. Est-ce que vous avez fait des adaptations? Est-ce que vous avez changé certains points de votre itinéraire ou est-ce que vous avez juste décalé dans le temps, attendu, etc.? Non, on n'a pas changé l'itinéraire, on a subi la pluie, mais à la base,
c'était pas trop mal préparé. C'est juste que la saison des pluies a traîné un peu, comme c'est souvent le cas, je pense, en Asie. Donc, Après, un des changements qu'on a fait, au début, on était peut-être un peu stressé par nos rencontres qui étaient quand même programmées. On avait, entre chaque rencontre, on pouvait faire le trajet qu'on voulait, mais il fallait quand même, on avait quand même une date précise pour rencontrer les filleuls. Donc, on avait peur toujours d'être en retard. Donc, on prenait les routes les plus courtes et petit à petit, on s'est laissé vraiment la liberté et d'aller dans les chemins beaucoup plus faisables en vélo et beaucoup moins dangereux et plus agréables surtout pour pédaler. Donc, c'est ce qui explique que petit à l'itinéraire s'est un peu rallongé parce qu'on avait prévu, on avait calculé 8000 km. On en a fait un peu plus de 12 000. Et en fait, c'est en partie ça, on évitait le point le plus rapide entre deux points qui était souvent une grosse route pas très sympa en vélo. Ouais, on a vu certains images d'accidents de la route, notamment des camions renversés, etc. Vous avez eu peur vraiment à certains moments par rapport à ça? On savait qu'il y avait nos familles qui avaient très peur pour nous. Donc, on essayait vraiment de faire très attention. On essayait vraiment pas de prendre pas de risques. Il y a une fois quand même qu'on a dû prendre une autoroute. On nous a indiqué une route et on s'est trouvé sur l'autoroute. Donc là, on a eu peur et on a pédalé très très vite. Mais sinon, effectivement, on a vu des morts sur la route. Enfin, les secours sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc, c'est vrai que c'était quand même un risque. Hein, on ne peut pas le nier. Voilà. Et après, pour revenir un peu, il y avait sur la partie de ta question sur la préparation du voyage, il y a un point qui nous a frappé, c'est que quand on cherche à préparer un voyage et qu'on regarde sur Internet, on se rend compte qu'on a l'impression qu'il faut acheter la terre entière et notamment 12 magasins Decathlon. Que si on n'a pas la dernière gourde détox à charbon actif, machin, on va jamais s'en sortir. En fait, le fait de voyager fait prendre conscience que, en fait, on s'en sort très bien, qu'un vieux t-shirt qu'on mettait tous les jours, ça va tout aussi bien en Asie qu'un tournevis tout simple, ça va tout aussi bien que le tournevis multifonction ultra léger, machin. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas s'il y en a là qui prévoient un voyage, puisque c'est un peu le thème aussi des deux assos. N'hésitez pas à prendre un peu de recul sur ce qu'on vous dit sur Internet et finalement, il y a plein de solutions qui existent sur place. Oui, puis c'est ce qu'on disait aussi par rapport à… On en parlait sur les autres films où il y avait ces voyages à vélo et des fois, il ne faut pas partir sur des choses trop compliquées parce que finalement, en fait, il y a bien une chose qui est universelle, c'est le vélo. On en trouve partout et finalement, quelque chose d'assez robuste et d'assez classique sera réparable peut-être plus facilement dans tous les pays, à la différence de quelque chose de très, très compliqué avec… piston hydraulique et autres où on n'a pas forcément les pièces. Parce que du coup, vos freins, vous avez dû les changer là-bas, j'imagine. Alors, on a eu des gros soucis de freins parce qu'effectivement, on avait pris des freins hydrauliques. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que les températures ne sont pas les mêmes. Bon, ça, on le savait, hein, mais les températures ne sont pas les mêmes en Asie. Donc, le liquide, en gros, dans les freins se dilatait. Et c'est pour ça qu'on a freiné pendant tout le voyage. Donc, ce qui est assez agaçant quand on pédale. Et donc, du coup, on a les a changés le dernier jour, parce qu'on a compris pourquoi ça freinait quasiment le dernier jour. Ouais. Il y a eu un réparateur quand même qui nous a pris des freins, qui les a tout recoupés, mais on ne trouvait pas les bonnes pièces. Donc, effectivement, tout ce qui est technique quand même peut avoir cette qualification de là où on est. On a une question de Pauline qui demande justement entre ces peurs un petit peu que vous aviez avant de partir et puis la réalité, quelle était la différence? Quelles étaient peut-être les choses les clichés que vous aviez avant de partir par rapport à ce voyage? On a touché du doigt certains d'entre eux déjà, hein, vous avez parlé, mais c'est quelque chose qui vous revient en tête particulièrement? Je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui s'envolent en fait quand on est sur place finalement. La peur de ne pas trouver de lieu d'habitation, ça c'était quand même une grosse peur. Ça revenait tous les soirs. Ça revenait tous les soirs et tous les soirs finalement, il n'y a eu qu'un soir dans la jungle parce qu'il n'y avait personne qu'on a trouvé personne. Mais sinon, donc ça, la peur de ne pas trouver de lieu où dormir le soir qui s'envolait.
La peur de ne pas tenir physiquement, ça, petit à petit, on se rendait compte qu'on y arrivait. J'ai un souvenir qui me revient, c'est que dans quasiment toutes les régions qu'on a traversées, quand on expliquait notre itinéraire, ils nous disaient « Oh là là, vous allez là-bas, faites gaffe, c'est hyper dangereux ». Et on s'est rendu compte qu'ailleurs, c'était toujours dangereux. Quand on était en Malaisie, ils disaient « Vous allez au nord de la Malaisie, le nord, c'est dangereux ». Quand on arrive au nord de la Malaisie, ils disaient « Non, non, ici, ça va. Par contre, c'est le sud de la Thaïlande, là, c'est vraiment dangereux ». Quand on arrive au sud de la Thaïlande, le nord, là, ça va, mais Bangkok, c'est dangereux. Et à la fin, ça devenait vraiment un jeu avec nos hôtes, où on leur disait où on allait, on disait « C'est dangereux ». Ils disaient « Ah ouais, c'est vraiment dangereux ». Parce que depuis le début, tout était dangereux. Mais ici, c'est jamais dangereux. Et oui, ça reflète ce que disait Caroline. On a évidemment toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et voilà, et quand on y est, la peur se dissipe comme par magie. Bien sûr, ouais. Puis ça permet aussi effectivement Enfin, on n'a pas tous la même perception du risque. Et forcément, ça joue aussi énormément. Il y a une question de Yannick, on va revenir dessus après. On va d'abord voir par rapport à la communication que vous avez aujourd'hui sur votre projet passé, du coup, qui s'est continué d'une certaine manière. Mais du coup, comment aujourd'hui vous communiquez cette expérience avec vos enfants? Alors, il y en a un qui est peut-être encore un peu petit, mais la plus grande, est-ce que vous arrivez à lui partager un peu de ce que vous avez appris de ce voyage? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui encore contacté comme personne ressource, en fait, par des gens qui partent en tour du monde par rapport à l'expérience que vous avez vécue? Alors, comment on en communique à nos enfants? Alors, notre plus grande fille a 2 ans et demi. Elle a vu des photos de nous en Asie. Après, je pense que c'est plus dans notre manière de vivre qu'on va lui transmettre certaines choses. On lui a pas forcément beaucoup parlé du voyage pour l'instant. Je pense que ça viendra quand elle sera un peu plus grande. Et peut-être qu'on ressentira la peur de nos parents. Et on les comprendra peut-être plus. Et après, sur l'autre partie de la question, on a eu la chance d'avoir d'autres projets qui ont suivi le nôtre. Pour Enfants du Mékong aussi, il y a eu un autre projet qui s'appelait Vas-y roule, un autre projet qui s'appelait Les Pignons Voyageurs, on a eu un autre projet qui s'appelait Les Trois Moustiquaires. Enfin, à chaque fois, le but était de trouver le nom le plus rigolo possible. Et il y en a d'autres en préparation. Donc, c'est vrai que c'est super aussi de voir que ça a motivé d'autres personnes à faire la même chose. Pour l'asso Enfants du Mékong, c'est chouette aussi parce que ça permet de trouver aussi de nouveaux parrains et de communiquer à nouveau là-dessus. Et puis, pour nous, à titre personnel, c'est génial de revoir des endroits où on est passé, de ressentir un peu les émotions qu'ils peuvent avoir et qu'on a connues aussi là-bas. Donc, ça, c'est très sympa de voir ce genre de choses. En fait, notre site est toujours avec toutes les vidéos et toujours en ligne. Et du coup, les gens nous contactent souvent par là. Et donc, après, on est ravis de transmettre. Et surtout, c'est vrai qu'on est ravis qu'il y ait d'autres projets qui se montent. Il y a une continuité, en fait, qui est assurée. Ouais. Donc, une petite question, une grosse question, en fait, de Yannick, et qui est un peu en lien avec ce qu'on disait par rapport à l'association. Alors, aujourd'hui, Xavier travaille pour Enfants du Mékong, donc je pense qu'il va avoir un devoir de réserve minimum. Mais Caroline ne travaille pas pour Enfants du Mékong. Non, je vous charrie. Mais tout ça pour dire, en fait, que la question de Yannick, elle est plutôt chouette parce que vous avez dit que vous n'avez pas, à aucun moment dans votre voyage, été déçu de ce que vous avez vu par rapport au travail de l'association, mais sans tomber dans la démagogie. Est-ce qu'il y a quand même des choses sur place qui étaient plus difficiles à mettre en œuvre au niveau des programmes, au niveau de l'association? Est-ce qu'il y a des choses à l'époque qui auraient pu être améliorées et peut-être aujourd'hui, grâce au fait que tu sois employé dans l'association, tu as pu implémenter toi ou tu as pu pousser? Bon, alors comme j'ai la parole plus vraiment, enfin, c'est vrai qu'on a vraiment été bluffé sur l'association. Au début, on ne comprenait pas, en fait, je me souviens qu'on a eu des questions sur justement le fait qu'il y ait des réponses différentes parfois selon les pays. Parfois, l'argent qui est envoyé ça va être de l'argent qui est directement distribué aux familles. Parfois, ça va être des sacs de riz qui vont être distribués aux familles. Parfois, c'est l'école qui est payée directement. Ça, au début, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des fonctionnements différents. Et en fait, finalement, ça nous a très bien été expliqué. Ils s'adaptent s'il y a, par exemple, des problèmes d'alcool dans certaines régions, dans certains pays.
Du coup, là, ils ne donnent pas de l'argent en main propre, mais ils vont directement payer. Donc, et voilà, ça, c'était une des questions qu'on s'est posées et ça nous a été très clairement expliqué. Et maintenant, on trouve ça ça nous paraît évident en fait de fonctionner comme ça. Et après, si, dans les choses à améliorer, je pense que la grosse difficulté du parrainage, c'est sur la correspondance. Le parrain et le filleul échangent des lettres. Alors nous, on s'est rendu compte en Asie, on n'écrivait pas énormément à notre filleule avant de partir, mais on s'est rendu compte de l'impact que ces lettres ont sur les enfants, parce que c'est des enfants qui ne sont rien pour personne, à commencer par eux-mêmes, et de savoir que quelqu'un à l'autre bout du monde leur écrit une lettre, pense à eux et les encourage à continuer, pour eux, c'est un bouleversement. Et ça a vraiment un poids énorme, ça aide à mon avis au moins autant que l'argent qu'on peut envoyer. Par contre, dans l'autre sens, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que la culture asiatique est une culture déjà où on pose des questions par politesse sans forcément amener à y répondre. Donc du coup, les parrains posent plein de questions, mais les filles, elles se disent pas, tiens, il faut que je réponde. Donc souvent, ils répondent pas du tout aux questions qu'on leur pose. Et puis, ils sont souvent un peu intimidés par leurs parrains, sans trop connaître qui c'est, sans trop comprendre, en se disant peut-être que si je dis ça, il va m'aider. Et donc du coup, les lettres sont souvent très formelles, très stéréotypées. Et il faut attendre souvent que l'enfant ait 13, 14 ans, 15 ans parfois, pour qu'il puisse écrire des lettres un peu plus personnelles, où il commence vraiment à répondre aux questions. On a assisté à un petit atelier d'écriture de lettres, parce que les volontaires sur place aidaient les enfants à écrire des lettres. C'était drôle parce qu'ils disaient tous qu'ils recevaient des lettres, mais il n'y en avait aucun qui répondait aux questions. Quand on disait, bah, ici, c'est bien de répondre, alors ils notaient très scrupuleusement sur leur petit cahier, pensez à répondre aux questions qu'on me pose. Voilà, c'est très scolaire. Ouais. Donc ça, c'est peut-être une des limites. Parce que voilà, parfois il y a des parents qui disent je comprends pas, nous, à commencer par nous, notre première filleule, je crois que les 4 premières lettres qu'on a reçues, c'était quasiment 4 fois la même lettre où elle disait je me présente, je m'appelle Jessica, j'habite aux Philippines. Au bout de la 4e, on a compris le principe, quoi. Mais l'échange était peut-être pas à la base à la hauteur de ce que vous voulez. On peut attendre, ouais, voilà. Ouais. Ça c'est peut-être un point à améliorer. Mais après, vraiment sur la distribution de l'argent, il y a vraiment ce système on se base sur donc vraiment des locaux qui connaissent vraiment les familles, qui les repèrent entre guillemets, et d'un côté ce cadre un petit peu plus européen, on peut dire. Qui permet de vérifier un peu tout ça et de ne pas être, trop, on fait confiance dans tout. Enfin, ça c'est vraiment un cadre qu'on a trouvé vraiment intéressant et auquel on a vraiment toute confiance. Voilà, comme on a en France sur beaucoup d'associations, d'audit un petit peu, de vérification, effectivement, de où vont les dons et ça s'est mis en place. Du coup, vous nous disiez que c'est principalement des locaux. Du coup, c'est des employés, des salariés de Enfants du Mékong sur place? Non, c'est à chaque fois des bénévoles. Ça va être le chef du village, l'instituteur, le moine bouddhiste, la bonne sœur. Ce sont des gens qui aidaient déjà avant l'arrivée d'Enfants du Mékong, qui ont été recommandés par d'autres bénévoles locaux. Et donc, voilà, Enfants du Mékong les aide à aider, mais les véritables héros de l'association, c'est eux. Hein. Et c'est des gens, comme le disait Caroline, c'était des rencontres à chaque fois incroyables de voir ces personnes qui, quand même, donnent leur vie ou une grande partie de leur vie pour aider les plus pauvres, qu'ils font sans compter leurs heures et leur motivation. C'est extraordinaire et c'est une belle leçon pour nous. C'est en fait souvent oui, c'est des professeurs, ça peut être des moines bouddhistes, des bonnes sœurs, des prêtres, il y a et puis des familles aussi. Donc il y a un peu de tout. Et du coup, alors je pose la question parce que là les personnes que tu viens de lister, c'est souvent des postes religieux. Mais est-ce que c'est parce qu'au sein de la communauté, c'est des personnes importantes qui ont un rôle de représentation et de guide en général, ou est-ce qu'il y a presque une volonté ou un choix qui se fait de ce point de vue-là? Il y a un peu les deux. C'est sûr que une bonne sœur comme Sister Lakana, dont Caroline parlait, qui agit depuis 10 ans dans un bidonville sordide, qui a monté une école de quartier dans une petite maison du bidonville et qui emmène des enfants à se dépasser et tout, c'est sûr que ça pousse on a envie de l'aider. Il y a aussi une question de disponibilité parce que elle, en l'occurrence, elle est de 5h du matin à 10h du soir dans le bidonville avec les jeunes, ce qui est difficilement conciliable avec un travail.
Après, il y a aussi beaucoup de professeurs parce que bah, l'éducation est importante pour eux. Donc, voilà, je pense que c'est un peu les deux. On aide ceux qui aident. Il se trouve que c'est souvent effectivement des personnes qui ont déjà un charisme, le chef du village, la bonne sœur ou le moine bouddhiste. Voilà, donc c'est vers ces personnes qu'on va souvent se tourner. Ouais. Du coup, ça me fait transitionner avant de basculer sur les autres questions, sur une question qui est à mon sens, enfin, qui peut être posée. Est-ce que, comment la formuler? Est-ce que vous avez ressenti à certains moments une politisation un petit peu des choses? Parce qu'à un moment, vous parlez notamment des personnes qui arrivent de Birmanie. Alors, je ne sais pas s'il s'agissait des Rohingyas en l'occurrence, mais il peut y avoir des fois aussi des limitations dans les pays d'accès à l'éducation pour des raisons politiques. Est-ce que vous avez été confronté à ça sur place? Bah, une fois un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, avec les réfugiés birmans, bon, ça nous est tombé dessus complètement par hasard. On cherchait un endroit où dormir. On était en pleine jungle à l'ouest de la Thaïlande et il n'y avait rien du tout. Et on savait que le prochain village, d'après notre carte, était à au moins 20 bornes. Donc pour nous, 2 heures de vélo, quoi. Et puis d'un coup, on voit un énorme village avec plein de feuilles tressées, assez jolies, des petites maisons traditionnelles. Donc on se dit, bon, bah super, c'était pas sur la carte, mais on va s'arrêter là, quoi. Et puis il y avait, en fait, il y avait des barbelés autour du village. Donc on se dit, bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la jungle, qu'ils ont peur des bêtes féroces, machin? Bon, on voit une entrée, on rentre, on commence à demander l'hospitalité, les gens nous font non de la tête, un peu inquiets. Et là, on est en train de crier, on se retourne et on voit un militaire avec une mitraillette pointée sur nous. Et en fait, on venait, sans le savoir, de demander l'hospitalité dans le plus grand camp de réfugiés de Thaïlande, Mela Camp, qui accueille des réfugiés Karen, qui fuient donc la répression birmane. Donc là, nous, on ne savait pas qui étaient ces gens, pourquoi ils étaient là. Donc on a découvert ça sur Wikipédia le soir dans la caserne des militaires qui nous ont du coup hébergés pour la nuit. Et on a essayé de comprendre un peu mieux la situation, qui est quand même assez compliquée. Après, on n'a pas été plus que ça mêlé à la politique, puisque c'est une association qui est apolitique, aconfessionnelle. Et le but, c'est d'aider chaque enfant qui en a besoin, pas de dire on va aider tel enfant parce qu'il est Karen ou parce qu'il est bouddhiste ou parce qu'il est catholique. Les critères, c'est la motivation à aller à l'école et la pauvreté de l'enfant. Et on passe au-delà des gouvernements, même dans certains pays, Enfants du Mékong est officieux pour éviter d'attirer les convoitises. Donc le but, c'est de rester le plus discret possible. Donc non, on n'a pas été trop confronté à ces questions. Non, en fait, notamment par exemple au Vietnam, on a eu beaucoup plus de mal pour dormir chez l'habitant parce que c'est pas autorisé donc au niveau politique. Mais après au niveau de donc ça c'était la partie du voyage. Donc ça on a été confronté là-dessus au niveau du voyage, mais par contre au niveau de l'association c'est pas du tout politique. Du coup, on a eu un son qui s'est activé. On a une question de Maud et Rémi qui vous demande par rapport à votre carnet de voyage. Vous avez publié un carnet de voyage, c'est ça? Oui. Donc en fait, on dessinait tout le long du voyage. Ça nous a beaucoup aidé pour rencontrer les gens. Donc souvent, on les dessinait pour les remercier. Et effectivement, on a fait un carnet de voyage après. Et alors, pour répondre à la question, il est en auto-édition, donc malheureusement avec des stocks limités qui sont quasiment écoulés. Après, on peut revoir pas mal de dessins et de croquis, alors qu'ils ne sont pas remis en page, mais sur notre site internet à Cicyclette. Voilà, mais pour les demandes spéciales, on s'appelle. Pour les dédicaces, il faut vous contacter. Voilà. Ça marche. Non, mais c'est chouette parce que du coup, effectivement, vous laissiez aussi une petite trace aux personnes que vous rencontriez, c'est ça? Oui, Caroline a un vrai talent pour les portraits, et donc il y a pas mal de ces portraits qui sont sur les murs de maisons dans les pays qu'on a traversés. Xavier a dessiné aussi. Collaboration, complémentaire. J'ai conscience de l'heure qui passe et puis aussi des petits qui vont peut-être devoir aller à un moment. Est-ce que, il y avait une question du coup par rapport à encore Enfants du Mékong. Est-ce que le travail principalement qui est fait au niveau de l'école élémentaire ou est-ce que ça suit du coup un enfant parrainé, vous avez dû jusqu'à la fin de ses études, c'est-à-dire Oui, effectivement le but c'est de le soutenir tant qu'il va à l'école, mais ça peut être école supérieure, école d'ingénieur même. On a eu la joie de passer une semaine dans un centre au Cambodge qui accueille les étudiants.
Et ça, c'était assez beau aussi de voir l'autre bout de la chaîne, parce que nous, on voyait pas mal de petits, puisque le but, c'était de les voir au début de leur parrainage, puisqu'ils avaient été parrainés grâce à notre projet. Après, du coup, là, on a vu des grands qui étaient en phase d'être diplômés. Et c'était vraiment un beau moment de notre voyage, parce qu'on voyait aussi ce que potentiellement ils pouvaient devenir. Et on a vu, il y avait peut-être une centaine de jeunes dans ce centre, qui étaient tous incroyablement épanouis, qui parlaient bien anglais, français, qui étaient beaucoup moins timides que tous ceux qu'on avait rencontrés jusque-là. Et on a même vu quelques anciens qui sont revenus dans le centre, qui ont pu témoigner avec, du coup, ils nous racontaient un peu leur parcours, leurs histoires. Et ça, c'était des beaux moments aussi. Donc non, c'est pas que l'école élémentaire. Après, quand on commence à les parrainer, souvent, c'est fin du primaire, début du collège, parce que c'est l'âge où l'école commence à coûter cher et où surtout, en fait, ils pourraient être des bras utiles pour aller travailler et ramener un peu d'argent. Donc c'est à ce moment-là souvent que l'association essaye de les parrainer. De poursuivre justement, d'éviter le décrochage, enfin, comme Voilà. on le formulerait nous, mais en tout cas un basculement sur la et de prolonger justement l'éducation. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle ou peut-être des questions auxquelles on n'a pas très bien précisément répondu parce que je parle trop, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore en suspens? Je vais juste en profiter pour regarder aussi dans le chat. Je crois qu'on a abordé à peu près tout. N'hésitez pas, s'il y a des questions, levez la main et puis on vous active le micro avec grand plaisir. Et puis si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas sur notre site internet d'Ocasi Cyclette, il y a encore le module, je pense, contact. Donc vous pouvez bien sûr continuer de poser des questions, on sera ravis d'y répondre. Yannick? Ouais, je me permets, il y a encore le temps d'une petite question. Oui. Et du coup, Xavier, tu disais vis-à-vis des interlocuteurs d'Enfants du Mékong sur place, est-ce que tu penses que ce serait possible, justement, pour que les lettres soient moins stéréotypées au début et que les codes culturels soient plus compris, qu'il y a un échange qui soit fait et que on puisse trouver un point de rencontre qui se déplace. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère que c'est clair. Je pense que ça l'est, ouais. Oui, Attends, redis ta question. À quel type d'échange est-ce que tu penses? Tu disais, je me permets de rebondir sur, parce que c'est quelque chose de magnifique, l'association, on voit tout ce que ça apporte, etc. Et tu disais, peut-être il y a une chose qu'on peut améliorer, c'est sur ces lettres. C'est-à-dire qu'eux, ils répondent forcément avec leur code culturel. Et pendant tout un temps, c'est des lettres qui sont un peu stéréotypées parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'attente de la réponse. Et justement, est-ce que tu penses, parce que c'est les intermédiaires là-bas, donc les chefs de village, les bénévoles, c'est possible de leur transmettre les attentes aussi des Européens, parce que comme ça, dans les deux sens, on apprend à se connaître mieux. Oui, alors oui, effectivement, c'est possible. Alors il y a plusieurs pistes qu'on essaie de travailler. Déjà, et ça, on encourage tous ceux qui peuvent à le faire. Les parrains peuvent aller rencontrer leur filleule. Et ça, c'est le meilleur des échanges qu'on puisse imaginer. Ça fait sauter toutes les barrières culturelles et on se rend vraiment compte de qui est son filleul et de qui est son parrain. Après, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Effectivement, on essaye de se baser sur les locaux, mais qui eux aussi sont des locaux. Et quand on leur propose des thématiques, etc., c'est souvent fait de manière très scolaire. L'Asie, c'est vraiment pas une culture de l'écrit. Donc, même nos responsables locaux, ils n'ont jamais écrit de lettres, ils n'en ont jamais reçu. Donc, effectivement, puis je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire écrire un enfant ou un ado, mais c'est déjà assez galère en France, alors qu'on ne fait pas ça à l'école, on travaille, c'est dans notre culture, on en a reçu, etc. Donc, pour des enfants, c'est sûr que c'est encore plus compliqué. Après, voilà, on essaye de travailler. Par contre, via les volontaires français, donc chez Enfants du Mékong, on appelle les bambous, on essaye aussi de leur faire des petits ateliers pour qu'ils puissent aider les enfants à écrire des lettres. Donc, ça va être, là, ils ont fait un portrait chinois. Donc, si j'étais un livre, ce serait lequel? Si j'étais un animal, voilà, proposer un peu ce genre d'alternative. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Et puis après, il y a la traduction qui appauvrit un petit peu le contenu. Il y a la durée aussi d'acheminement des lettres, ça met en moyenne 2 mois, je crois.
Alors forcément, un enfant qui reçoit une lettre 2 mois après, savoir encore y répondre, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu les défis qu'on a. Mais oui, c'est effectivement, il faut qu'on continue de travailler là-dessus pour améliorer la relation entre parents et filles. Vous faites de la digitalisation un petit peu ou pas, justement? Est-ce que vous dématérialisez pour peut-être lancer une piste ou je ne sais pas s'il y a une ça en tête, mais… Un petit peu, c'est quelque chose qu'on étudie. On le fait un peu avec Simply Cards, qui est une appli pour écrire des cartes postales qui sont ensuite imprimées. Donc ça, c'est pour les parrains qui n'aiment pas écrire. Une fois que l'adresse est rentrée, ça s'envoie aussi vite qu'un WhatsApp. Donc c'est quand même très pratique. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué parce que la majorité de nos filiales n'ont pas accès à Internet ou alors c'est payant. Voilà, donc et puis, alors il y a certains de nos filiales qui ont Facebook. Il y a quand même un risque aussi, en tant qu'association, à mettre en relation des inconnus, puisqu'à la base, tout le monde peut parrainer, avec des enfants en Asie. Donc, on souhaite aussi éviter une relation directe. Déjà, il y a le problème de la traduction et puis il y a ce problème qui pourrait se poser. Le minimum de contrôle, effectivement, sur l'éthique aussi qu'il peut y avoir derrière ce genre de choses. Et moi, je me permets juste une petite parenthèse par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette démarche, on a souvent tendance, en tout cas, à vouloir aider. Mais on attend quand même quelque chose en retour. Et c'est humain, c'est normal. Mais du coup, il y a aussi peut-être ce travail d'acceptation du fait que, bah oui, voilà, ça doit être vraiment altruiste et on recevra peut-être des lettres stéréotypées. Et là où il faut voir un avantage, c'est effectivement sur cet échange culturel, au sens où on peut expliquer ce qu'on attend et où se retrouver au milieu, en fait. Et je rejoins Yannick sur cet état d'esprit-là. Plus pas d'attendre quelque chose qui nous correspond, mais de comprendre aussi ce que ça implique de l'autre côté, quoi. Donc, ça peut aussi faire écho à ça. Ça a répondu à ta question, Yannick, globalement? Oui, très bien, merci. Super bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment chouette parce que chaque semaine, on arrive à avoir des films complètement différents et voilà, qui se répondent en même temps et qui viennent se compléter. On n'avait pas encore reçu, je crois, de films vraiment au côté solidaire, engagé pour une association en particulier. Donc, c'était chouette aussi de pouvoir apporter des éléments de réflexion par rapport à cette notion de voyage solidaire, d'engagement sur le côté éducatif du coup des enfants. Donc, merci beaucoup à Caroline et Xavier voilà, d'avoir été là, d'avoir répondu présent encore une fois un peu en dernière minute par rapport voilà, au décalage de Polar Kid qui sera projeté la semaine prochaine. On n'a pas perdu au change, loin de là, vraiment loin de là, donc vraiment merci beaucoup. Je vous rappelle juste que voilà, on est sur un mode de financement participatif prix libre. Donc du coup, je vais vous mettre dans le lien de la cagnotte en fait dans le chat. C'est une cagnotte en ligne. En gros, vous donnez sur la base de la valeur que vous estimez, voilà, ce que vous a apporté le film et les échanges. Donc pour ce mois-ci, pour cette projection-là, je perds la notion du temps. Pour cette semaine, donc cette projection, donc un tiers à On the Green Road, un tiers à Get Ready et puis un tiers évidemment à Caroline et Xavier qui, je crois, ont précisé qu'ils reverseraient, si je ne m'abuse, à Enfants du Mékong. Donc voilà, sachez-le, comme ça vous savez où ça va. C'est important. Et puis de toute façon, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui ont envie de nous retrouver. Je vais juste réactiver le micro voilà, dans un premier temps de Caroline et Xavier s'ils ont un dernier mot à nous dire. Et puis après, j'activerai les micros de tout le monde pour qu'on puisse se dire au revoir tous ensemble. Xavier, Caroline, un dernier mot peut-être de votre côté? On voudrait vous dire merci tout simplement déjà pour toutes vos questions et votre attention et vos petits messages. Merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur notre site internet et puis pour ceux, alors il y en a déjà qui sont parrains, merci beaucoup, mais n'hésitez pas à vous lancer dans cette belle aventure. On l'a vu, ça change des vies, la vôtre y compris d'ailleurs. Et voilà, et merci à Get Ready on the Green Road, deux assos formidables pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Puis je pense qu'il y a une des choses qui est importante aussi dans cette grande évasion à chaque fois tous les mercredis, c'est les gens qu'on peut rencontrer. Donc à chaque fois, c'est de très belles rencontres. Donc c'est plutôt chouette. Donc du coup, pour conclure là-dessus, merci beaucoup Caroline et Xavier. On vous rappelle juste, alors je me fais le porte-parole, je ne sais pas si Jordan, tu voulais dire un mot par rapport au Festival du voyage engagé ou si j'y vais. C'est comme tu veux. Ah oui, merci Marie. Juste pour vous rappeler que le Festival de voyage engagé de On the Green Road se déroule ce week-end et c'est complètement en ligne. C'est aussi une opportunité pour fêter les fins du confinement. Donc, vous êtes tous bienvenus. Depuis au canapé, pas besoin de sortir encore.
Et voilà, on vous attend. De toute façon, voilà, demain, on vous postera, comme tous les jeudis, en ligne sur l'événement Facebook, le récapitulatif de cette soirée, avec le lien pour revisionner ou voir le film si vous n'avez pas pu le voir en entier. On vous postera aussi l'audio de l'enregistrement voilà, de ces questions-réponses. Et puis, le lien vers le Festival du voyage engagé que Jordan, de toute façon, vous a mis dans le chat, où j'ai glissé aussi le lien de la cagnotte. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci à tous, Caroline, Xavier, les petits bouts. Et puis, merci à tous ceux qui reviennent chaque semaine. Et puis, aux nouveaux aussi. On espère vous voir la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. J'active les micros. Vous pouvez dire au revoir. Salut. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée tout le Au monde. revoir tout le monde. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet enregistrement, que vous avez appris des choses et que vous avez vibré avec nous au rythme des routes un petit peu chaotiques d'Asie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle projection, mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Get Ready Préparation Voyage, On the Green Road, ou Xavier et Caroline via leur site web Asie Cyclette pour plus d'informations. À très bientôt, au revoir.